Allez, c'est parti, on se rend à One to Pass It à Bagnolet et c'est Laurent qui nous guide. Alors ce studio tour, ça faisait longtemps que je voulais le faire parce que y a plein de projets cool qui sortent de chez One to Pass It, plein de disques de chez Born Bad, le nombre de disques de chez Born Bad que j'ai écouté et qui en fait sortent de là. Heavenly Sweetness aussi, le label de Guts, plein de projets sortent en fait de One to Pass It. Et puis la fine équipe, ce collectif de beatmakers dont fait partie un membre de One to Pass It. Alors plus précisément, c'est Mathieu Gibert, ce membre. C'est pas Laurent qu'on voit à la caméra. Mathieu en fait n'est pas là puisque il a déménagé dans le sud et il a fait un One to Pass It numéro 2 qui est absolument magnifique avec une grosse console, etc. C'est assez ambitieux comme projet et d'ailleurs ce sera peut-être l'objet d'un prochain studio tour. Dites-moi en commentaire si ça vous branche. Bon, je suis donc allé dans ce One to Pass It numéro 1 mais qui est en fait dans sa nouvelle mouture. C'est un peu un nouveau One to Pass It puisque il a été upgradé au niveau de l'acoustique il y a peu de temps avec l'aide évidemment de cabinets d'acousticiens, mais c'est eux qui ont fait les travaux. C'est absolument magnifique et je vous laisse évidemment découvrir ça dans la vidéo. Ce tour est aussi passionnant à cause de l'usage de la console. Moi je suis ingé mastering, ok, et j'ai jamais appris à mixer, et encore moins sur une console. Donc une console analogique en 2025, moi j'ai envie de savoir à quoi ça sert, et on va voir ça dans cette vidéo. Sur le gâteau, c'est une console un peu hybride, je vous laisse découvrir ça. Bon, vous verrez qu'il utilise la console de manière assez avancée, il utilise vraiment toute la board. Au rec, ça lui permet de prendre des décisions assez rapidement et puis aux musiciens de se projeter dans le mix sans procrastiner. Et puis au mix, il éclate tout le mix, ça lui permet de faire des stems, d'envoyer rapidement dans le matos, encore une fois sans procrastiner, et puis en bénéficiant évidemment de la sommation de la console. Bon, évidemment, si vous êtes là, c'est que vous aimez un petit peu le matériel, je pense. Et j'ai une petite surprise pour vous, une super bonne nouvelle. C'est que je vous ai négocié un code promo exclusif chez kmraudio.de, cette boutique allemande qui vend du matériel studio avec plein de matériel et puis surtout du matériel qu'on va pas forcément retrouver sur d'autres boutiques comme Thomann. Donc c'est vraiment un catalogue complémentaire et puis si vous avez déjà acheté là-bas, vous savez que le service client est vraiment top. Je vous ai négocié un code promo de 5%. C'est VIC-KMR. C'est valable tout le temps, partout. Et puis surtout sur vraiment tout le catalogue. Donc vous allez pouvoir avoir les meilleurs prix possibles sur cette boutique avec ce code promo. Et cerise sur le gâteau, quand vous utilisez ce code promo, moi j'aurai ma petite part du gâteau. Voilà, c'est important de vous dire ça et de vous partager ça parce que c'est un moyen déjà pour vous de vous remercier de regarder ces vidéos et puis un petit peu de financer la chaîne, les studios tours. Ça coûte du temps, de l'argent, etc. C'est assez long à faire. Et donc aujourd'hui, si on veut plus de studios tours, utilisez mes liens affiliés Thomann, Amazon, etc., Plugin Boutique ou ce code promo VIC-KMR, c'est le meilleur moyen d'avoir davantage de reportages. Voilà, sans plus attendre, je vous laisse donc à la découverte de One to Pass It à Bagnolet. C'est Laurent qui nous guide. Bon visionnage. On est au studio One to Pass It, un des deux studios One to Pass It, celui de Paris, enfin à Bagnolet, à côté de Paris. Le deuxième, il s'est ouvert à côté de Marseille, donc maintenant on est deux One to Pass It. Ok. Voilà. Alors, celui-là, c'est le premier qui existe depuis 2010. Voilà. Tu nous fais visiter ? Par ici. Voilà un endroit où on peut boire du café, fumer des clopes, boire du thé, aller aux toilettes. Faire du reamp dans les toilettes. On peut ? Ouais. Là, il y a un haut-parleur. Mais non. Et là, il y a un patch. Incroyable. Trop bien. Si tu veux ta reverb de chiottes, tu sais où aller. Incroyable. Voilà. Donc, un petit chill, pas bien grand, mais assez cool, bien ventilé. Ensuite, on pousse une porte, on fait attention à la marche et on arrive dans la cabine de mixage. Qui vient d'être faite. Les derniers mois, on a démarré les travaux tout début janvier. Le 6 janvier, il n'y avait que du placo. On a demandé à Lima et Red House de bosser ensemble pour confectionner ce truc. Les deux connaissaient déjà la cabine. Lima, c'est anciennement Oriti qui avait fait l'étude en 2010. Et on a profité du move de Mathieu, mon associé, qui est parti monter One to Pass It South pour refaire une étude. C'était le bon moment, la pièce était quasiment vide. Donc on a une vieille console, une console Nive V3. Sachant que cette console, c'est une vieille console, mais nouvelle dans le sens, elle vient d'arriver, ouais, pas très longtemps qu'elle est là. Carrément. C'est une BAC 48, comme vous pouvez le constater, mais il y a 12 tranches de SSL. C'est pas de la 4000, c'est pas de la 8000, c'est de la 6000. Donc il n'y a pas de préampli micro, il y a que des préamplis lignes. Là pour l'instant c'est pas encore en action, mais on va s'y coller dans pas longtemps.
Là, je suis en plein mix. C'est le premier mix que je fais depuis que le studio a redémarré, c'est-à-dire il y a 15 jours. J'ai déjà fait pas mal de prises, enfin pas mal. Assez, j'ai essoré et pu écouter comment ça se translatait dans d'autres endroits, dans des haut-parleurs de merde. Et en fait, je suis hyper content. L'acoustique, elle est vraiment vachement mieux contrôlée. On peut bosser fort, on peut bosser doucement, on peut bosser longtemps. Voilà. Enfin, c'est chose qu'on faisait avant, mais là, j'ai vraiment l'impression que ça renaît. Alors, pourquoi le choix d'une console comme ça en 2025 ? Ouais. Comment tu l'utilises, toi ? Comme un vieux dude, c'est-à-dire en inline, mic, fader swap, les envois en record, les envois petit fader, les retours grand fader. Donc des fois, je me retrouve avec un tracking de chansons déployé sur toute la console, alors qu'on est en rec, quoi. En tout cas, non, on a une grosse surface. Cette surface peut être amenée à changer. Il faut qu'on essore le truc. Là, moi, j'étais là à me dire, putain, je mixe un truc comme avant. Enfin, j'avais l'impression que rien n'avait changé, quoi. Mais en fait, pas du tout. Cette console, elle a les transfos, elle a les vieux carnils des séries d'avant, là, les VT 400, je sais plus combien, là. Enfin, les Babybel. Ces trucs-là. Ça, c'est des modules de la Hacienda, quoi. Ils ont pris ces transfos qui étaient les transfos de sortie de vieilles livres, je sais plus quelle série 80. Bref, en tout cas, ce truc-là, c'est ça qui fait la sommation un peu magique. Parce que du coup, rien que passer dedans, t'as un son. Bah ouais, tu passes dans les transfos, donc c'est pas du tout transparent, quoi. Okay. Mais ceux-là, ils font vraiment une pâte, la glu, la sauce. On continue à parler matos avec ce que t'as en rack ? Il y a pas mal de choses. Ouais. Alors, Je dis ouais, c'est parce que avant avec Mathieu, il y en avait à peu près, il y avait un peu plus du double. Ouais. Parce que Mathieu, c'était un gros addict. Donc on a gardé les mêmes convertos qu'on avait initialement, là, des Lynx Aurora première génération, qui marchent encore très bien, synchronisés sur un head, qui est notre ADDA Master. C'est là-dessus qu'on couche le mix. Ça, c'est dans la partie digitale. On fait tourner le tout sur un Mac Mini, ouais. Ici, on a un clone d'EQ 3D. Qu'est-ce que c'est, ça, EQ 3D ? Un EQ 3D, c'est un EQ stéréo à fréquence fixe. Voilà, tout ça. Ah, c'est les mag ? Ouais, c'est un Mag EQ. Ok, d'accord. C'est un clone de Mag EQ. Ouais. Ok, j'avais pas compris. Ouais, c'est pas le 4, c'est le 3. En dessous, on a ce bon vieux compresseur de bus SSL de la 4000. Avec des options qui servent à rien, mais qui sont cool, ça fait de la lumière. C'est quoi les options qui servent à rien ? L'autofade, en fait, ça, moi je trouve ça génial. Ah oui, c'est le truc à la fois. Ouais, c'est gadget, ça. Ouais, en fait, c'était bien avant, quoi. Ouais. Quand il s'agissait de faire un fade, parce qu'on faisait des chansons sans fin, quoi. En dessous, on a un Anthony de Maria, 1500, donc c'est un... Qu'est-ce que c'est, ça ? Je connais pas. Alors, ça, c'est un compresseur stéréo ou double mono, la cloque. C'est un optique exactement comme un LA2, quoi. C'est pareil. Okay. C'est aussi transparent, entre guillemets. Enfin, c'est hyper rapide. C'est un compresseur qu'on entend peu. Et c'est pour ça que ça fait le bonheur sur les voix, enfin, ou les leads. En dessous, on a un Culture Vulture de Thermonic Culture. Ça, c'est une disto stéréo avec plein de pas et plein de façons plein de chaînages de lampes. Ça, c'est hyper cool. Moi, j'adore ce truc. Alors, tu le mets sur quoi, ça ? Sur absolument tout. Enfin, il y a rien qui marche pas. Surtout que cette version-là, elle est un peu plus évoluée que la noire. On peut attaquer moins fort, on peut attaquer plus fort. Il y a un coupe haut. Il y a toujours ce bias qui fait cette espèce de gate, machin. Mais c'est les valeurs c'est les fonctions de lampes qui sont hyper cool, notamment les pics 1, 2, 3, 4, 5. Qui, une fois qu'on a fait la texture et qu'on la met dans le mix, souvent la disto elle prend un peu de place sur le reste. Et là, il s'agit de passer de 1, 2, 3, 4 ou 5, et puis ça se fait comme un petit EQ serré, quoi, qui permet à la disto de prendre sa place dans le mix, sans trop lui changer de style. Donc ça, c'est hyper cool. Bon, tu peux rentrer en DI, mais bon, ça, pour les DI, je préfère prendre un transfo, quoi. Ou un ampli. En dessous, on a un 1178, ça, donc c'est pas du tout un 1176 stéréo, mais c'est un 1176 stéréo, quand même. Ok. Moi, je trouve ça hyper cool. C'est pas trop capricieux à régler ? On m'avait dit que ça pouvait l'être. Ouais, ça peut. Hein.
Okay. Ouais, mais on fait pas avec ce qu'il y a. Moi, j'adore cette bécane. Si le output, il est pas forcément pareil, c'est pas grave. Enfin, les oreilles, elles permettent de juger si c'est bien ou pas aussi. Voilà. Ensuite, on a le compresseur le plus versatile de la Terre, là, 2 fois, un distressor. Donc, je sais pas si j'ai besoin d'expliquer comment ça fonctionne. Non, là, c'est vu, les distresseurs. Ouais. Le manuel est cool. Le manuel du distresseur. Il faut l'ouvrir ? Ouais, pour quelqu'un pour bien capter la compression, c'est hyper riche. En dessous, on a un boiler. C'est aussi un compresseur stéréo. Ils appellent ça un ultra compresseur. C'est de la marque Rich Farm. Ils sont connus pour des DI à lampe qui s'appellent les gas cookers. Ok. J'ai pas eu depuis longtemps. Bon, alors ça, c'est hyper rudimentaire. T'as un input et un threshold. Après, t'as le release, attaque fast et rapide, ou lent, quoi. Ça, c'est assez bourrin. Ça s'appelle le boiler, donc c'est fait pour bouillir, quoi. Voilà. En dessous, on a un publison full most. Ça, c'est assez marrant, quoi. Parce que qu'est-ce que c'est que ce truc énorme, un peu moche ? C'est question de goût, hein, mais c'est un DSR et c'est aussi un S-exciter. Ok. Donc, c'est-à-dire, ça fait de la statue sur les S ? Non, ça augmente les S. Ça augmente ça fait un espèce d'enhancer. Alors, il utilise... Relief Enlarger. Alors, tu l'utilises pourquoi ? Moi, je pète les aigus des overheads des fois un peu avec ça. Quand c'est de la matière un peu brutale, quoi. C'est surtout rapport au jeu du batteur. Si les micros, j'étais trop près, des fois aussi, ça peut être un peu pratique. Okay. Mais j'utilise peu ce truc-là. J'ai un pote, Lucas, qui bosse pas mal ici. Hein, lui, il l'utilise beaucoup, quoi. En dessous, on a des Siemens. Je crois que c'est des Citral. C'est une gamme Citral. C'est des W295B. Alors ça, c'est hyper joli. C'est hyper un EQ ? Ouais, un EQ, un shelf grave, un shelf aigu et un semi-paramétrique à fréquence fixe. Très con, très simple, mais les simples 2 dB que tu peux rajouter ou enlever, tu le sens et c'est très très musical. Okay. Voilà. En dessous, on a quelques préamps qui n'ont pas du tout le même style que ceux de la console. Il y a 4 préamps Telefunken, des 672. Donc, c'est quand ils ont commencé à faire des EQ à transistor, quand les lampes ils sont tous passés des lampes au transistor, comme pour les micros, quoi. Hyper bien. Alors, il y a 2 sérigraphies différentes, c'est marrant de regarder, là. Il y en a avec les valeurs en ohm et d'autres en dB, quoi. Donc, si on est plus physicien que musicien, bref. Ok. Super génial. Ouais. Volker qui fait ça, un mec que tu peux trouver que sur Facebook. Lui, il fait que des copies de vieux matos Telefunken, Neumann. Ouais, c'est la grosse classe. Après, on a un 1073 de chez AML. Donc, c'est carrément ceux qui sous-traitent pour Nive. Je savais pas. Avant. Ok. Avant. C'est eux qui ont les pièces. C'est eux qui ont les carnils. C'est eux qui les bobinent. C'est la même boîte. Donc, c'est un 1073, donc sans coupe bas. Donc, c'est bien un 1073. C'est le préamp le plus con de la Terre. Mais bon, c'est super. Et tu l'as monté celui-là toi-même ou tu l'as acheté ? Non, celui-là, je l'ai acheté d'occasion. Okay. J'ai acheté d'occasion. Mais ouais, le kit, c'est genre 300 livres pièce, quoi. Ouais, c'est censé être un peu le 1073 de qualité, du pauvre. Pour pas cher. Ouais. C'est les vrais transfos, c'est transfo Carnil, c'est les condos, je sais plus ce que c'est. Mais... Enfin bref. Moi, l'électronique, j'aime bien, mais ça me passionne mal. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'en fasse tous les jours. Puis c'est vraiment un truc d'un télo, quoi. Ça, c'est un VP28. C'est un CAPI, donc c'est quelqu'un qui reprend les topologies d'API. Donc c'est un préampli à double étage, je sais plus quoi. Enfin bref, c'est le préamp en mezzanine. C'est pas mal. Je vais peut-être m'en séparer, juste pour avoir une paire de 1073, ou alors je vais en acheter 4 autres. Enfin, ça, c'est une histoire de problème. Mais j'ai pas d'argent pour acheter tout ça. Sinon... Là, on a des super préamplis rétro. C'est des trucs à lampe avec très simple, gain low, gain high, un in, un out. On peut inverser et puis mettre la fantôme. Et après, 2 modules TS500 chez Sound Sculptor, c'est des simulateurs de bande, de saturation à bande. Donc bref, tu as 3 positions de bias
qui te donne un peu 3 EQ différents. Enfin, c'est plutôt de la balance tonale. Et après, ta simulation de vitesse de défilement, 7,5 pouces, 15 pouces, 30 pouces, voilà. Ça, c'est super. On s'est amusé à mettre ça en insert sur des micros à la prise. T'as vraiment l'impression d'être il y a longtemps, quoi. C'est archi bien. Le seul truc qu'on pourrait lui reprocher, c'est de ne pas avoir fait le 3,75, le défilement encore plus bas, quoi, pour avoir vraiment du lo-fi. Mais ça, par contre, pour le coup, il en faudrait 6 autres pour faire un 8 pistes, quoi, sans bande. Ça, ce serait cool, ça. Ok. Très bien. Avec que des 57 sur les instruments. Voilà, donc ça, c'est vraiment dynamique, EQ, compression, enfin préamp. Donc là, moi, franchement, il y en a 36 de ce que je viens de raconter là, déjà ici, qui sont d'assez bonne facture. Le préamp est super, l'EQ, bon bref, c'est quand même une bonne console. Alors, je pourrais très bien faire sans ça. Ouais. Mais bon, là, l'idée d'avoir ça, c'est juste que parce que c'est des histoires de tempérament, quoi, enfin de comportement, comme on dit. De couleur? Ouais, de couleur, ouais, carrément. Changement de palette. Donc là, on a plein d'effets, aussi on en a quelques-uns. On a un Space Echo, donc un truc. Il y a une bande dedans qui fait du délai, et puis il y a une reverb. C'est assez cool. Bon, ça, tu connais ça, tu vois. PSM60, une lexicon digitale. Voilà. T'appuies sur 2 boutons, ça marche tout le temps. Si ça marche pas, tu changes de bouton, et puis ça finira par marcher, quoi. Ok. Vraiment, le truc d'idiot, cool. Ça te permet de gagner du temps. Bon, c'est pas une 224, quoi, mais franchement, là, elle est sur mon mix, tout simplement. Après, je fais des EQ de port, et t'as l'impression, c'est hyper cool. Eclipse de Eventide. Donc ça, c'est quoi? C'est un multi-effet bien digit. Il y a pourtant dedans les presets des H3000 et des machines, mais comme c'est un truc vachement plus récent, on n'a pas cette couleur des convertos de la vraie, quoi, par exemple. Ou de celui-là. Toi, tu retrouves le H910 là-dedans, mais là, le H910 ici, c'est juste rien à voir. Hein. Tu fais des AB, tu l'éteins direct, celui-là. Mais pour les trucs, tu vois, Shimmerish, là, tous les trucs hyper évanescents, des effets spéciaux, toujours la même chose. Eventide, ils ont toujours tu mets un preset, je comprends rien, et puis par hasard, ça marchera dans le mix, peut-être. Je sais pas. En tout cas, c'est des machines qui donnent des idées. Si vraiment tu as le temps d'avoir des idées si tu es perdu dans un mix ou quoi. Ça, c'est une reverb 4000. Bon, c'est une reverb TC. C'est un moteur de 6000. Ça dépanne, hein, mais bon, tout ce qu'il y a dans l'ordinateur, c'est bien mieux que ça. Bon, elle est là, c'est cool. Moi, je m'en sers juste parce qu'elle est là, quoi. Et puis, ça tombe jamais en panne. Et c'est bien ça? C'est quoi comme... Ça, c'est une MT245. C'est de la grosse balle. C'est de la grosse balle. C'est, je pense, dans les... Ouais, c'est hyper bien. Je saurais pas te dire dans quelle prod mythique elle a servi, quoi, mais... Ouais, c'est une boucherie de reverb, quoi. C'est hyper classe. C'est hyper beau. Hyper simple, encore une fois, tu vois. Early Digital, 12 bits, hein, tu vois. Moi, je suis hyper attaché à ces trucs. J'aime le 12 bits. Lui aussi, c'est un 12 bits, c'est un délai. Ça, je connais pas. Moi non plus. Enfin, personne connaît, quoi. Je l'ai acheté 40 balles. Ça fait 20 ans que je me le traîne. Et donc, c'est un délai 12 bits qui fait des clac clac pop pop. Donc, tu peux aller jusqu'à... Il y a ce truc de démultiplicateur, c'est comme sur le prime time. Tu passes ta boucle, disons, t'es à 260. T'as un gros feedback, tu vois, il s'auto-alimente un peu comme les trucs à bande, alors qu'il n'y a rien dedans. Tu stoppes la musique, ou alors il n'y a plus de son qui passe dedans. Et puis là, tu doubles le multiplicateur. Et ça va pitcher à l'octave du dessous. Donc ça pitch l'octave du dessous, sauf que ça prend autant de ressources de pros, donc du coup, ça te coupe la bande passante en deux. Là, tu peux refaire encore ça, là, tu comprends plus rien, là, ça... Mais du coup, tu ressors l'aliasing, tout dépend de la prod, mais ça peut te faire des effets spéciaux mortels. Et t'ajoutes ce petit truc de modulation, là, ça, c'est parfait aussi. Ça, je m'en sers quand c'est assez court, tu vois. Tu fais un délai, ça peut être aussi court que ça, et tu fais une modulation minuscule. C'est pas un ADR, mais c'est presque ça, quoi. Tu vois. Bref, pour ouvrir une voix, c'est con, c'est mono, quoi, mais... Une fois, je l'ai splitté, j'ai mis un côté hard phase, hard panel. Alors, c'était cool à écouter, mais je me suis dit, non, on va peut-être pas le coucher, quoi. J'ai été con parce que si ça se trouve, c'était super. C'était l'effet spécial de la chanson.
Voilà, en dessous, on a une AMS, là, elle est éteinte. Voilà, là, elle est allumée. C'est le délai. Pareil, tu rentres un truc dedans, c'est plus beau quand ça sort. Ça a l'air d'être une usine à gaz. Tu peux pas faire de calcul avec ça, mais bon, bref. Pareil, tu peux sampler, je sais pas combien de secondes avec ça. Tu peux vraiment faire des trucs débiles. Mais il a là, la signature, ouais, le son de ce truc, c'est taré. Hyper bien. Ouais, je trouve ça cool d'avoir ça, quoi. Je voulais m'en séparer. En fait, c'est une grosse connerie, quoi. Juste parce que c'est bien. En dessous, H3000, je l'ai éteint parce que le transfo, il fait un peu de bruit. Et là, je mixais à tout bas niveau. Puis je l'ai printé. Souvent, je printe les trucs. Parce que comme on est en analogue et que si j'ai envie d'avancer sur une autre track, le temps d'avoir les retours des musiciens quand ils sont pas là, et bah du coup, là, il y a déjà plein de trucs qui sont faits. Des systèmes de stem comme ça. Moi, je suis pas tributaire de cette grosse surface, quoi. Ouais. Donc au final, on finit par... ça se passe dans l'ordi, quoi. Même si on a un gros truc, quoi. H3000, bon voilà, multi-effet, ultra débile, ultra bien. Eventide, H3000, B, je crois que c'est pour bien. H3000, c'est la grosse batate. Donc celui-là, c'est un vieux Eventide. Bah, là, moins 50, c'est que t'es une octave en dessous, quoi. C'est un pitch. Voilà, c'est génial. Parfait, avec deux valeurs de délai pour retarder le pitch ou pas. Pour le doublage de voix, c'est la grosse balle. Mais bon, le plug, il marche, hein. Moi, je l'ai aussi, c'est parfait. Et ça, c'est un patch Bantam. On s'en sert pas mal, avec un système de bretelles de couleur. Les rouges, c'est pour câbler les machines à bande. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et voilà. Et puis de l'autre côté, on n'a rien, à part plein de pédales. Voilà. Bon, là, c'est le bazar, quoi. Mais, un peu plus les jouets, là. Ouais. On a plein de jouets dans le local technique aussi, là. Enfin, surtout plein de pédales. Tu nous montres la cabine de prise? Ouais, carrément. Ça, c'est hyper bien, tu vas voir. C'est hyper bien. Tu me le vends bien, en tout cas. Donc ouais, là, on peut prendre des batteries là pour enregistrer des batteries. C'est assez pratique quand il s'agit d'enregistrer des batteries. Et voilà. Et là, on est donc dans la cabine de prise. C'est une dalle flottante. Là, vous voyez qu'il y a deux volumes un peu là. Donc ici, là, on a 5 mètres de plafond. C'est un peu comme les anciens diraient LEDE, Live End, Dead End. Donc là, le truc, c'est que tu as des panneaux. Tiens, bah regarde, je peux taper là? Ça tombe très bien qu'elle soit là, la snare. Regarde. Ok, et puis après... Là, tu l'entends déjà, là. Tu vois, donc en fait, t'as un volume qui s'ouvre avec un diffuseur au-dessus. Donc déjà, tu récupères le volume et en plus, ça diffuse. Voilà. Donc en fait, là, tu te retrouves avec une espèce de room. Là, c'est la grosse room, là. Ouais, enfin, bah, t'as vraiment l'effet roomy parce que c'est pas long. Mais tu vois, pour des drums de rock, ou enfin, des drums tout court. Hein. Mais en tout cas, tu vois, tu mets le kit ici et puis t'as même l'option, quoi. C'est-à-dire, cette track-là, tu joues au ballet et puis tu veux pas de proximité. Enfin, je sais pas si. Enfin, là pour le coup, t'as une option sans bouger les micros. C'est juste avec les panneaux, ça, c'est assez cool. Ok, trop bien. Voilà. Après, là, tu vois, là, il y a deux énormes armoires. C'est sur roulette. On peut les mettre là et fermer. Donc, c'est les armoires à micro? Ouais, là, il y a les micros, mais ces trucs, c'est à roulette, tu vois. C'est hyper lourd. Tu vois, ça bouge. Et puis on peut couper le volume en deux, ou alors on peut couper le volume avec la deuxième, on peut faire un angle comme ça, on peut fermer là, enfin ça dépend de la distribution musicale, quoi. Voilà. Mais ça j'ai fait ça plusieurs fois, plein de fois, et ça me sauve les miches, quoi. Enfin, c'est cool, les gens ils peuvent jouer ensemble, quoi. Ou alors il y a l'option où tu les mets les deux là comme ça, avec la vitre. Là comme tu es dans un truc dead, bah, comme ça excite moins les murs, bah du coup l'arpi c'est encore moindre. Donc du coup ouais, t'es assez content là de cette live room là actuellement? Ouais, alors je me pose toujours des questions, hein. Est-ce que je devrais pas cloisonner une bonne fois mais bon, c'est s'asseoir sur le volume en entier, quoi. Et parce que imaginer un truc qui se déploie, qui se referme, enfin ça va être moche, quoi. Enfin, ça ira jamais avec la gueule du truc.
Voilà. De la bonne brique, des patchs, des câbles, des amplis guitare, ça sert encore tout ça, c'est super. Quoi d'autre? On a un Rhodes. Un Rhodes, là il est bien cool, il a été retapé cet été. C'est un modèle plutôt rare. Pourquoi il est rare? Parce que il a été fabriqué à très peu d'exemplaires. Je crois que ça s'appelle un teacher ou un professeur ou un learning. Enfin bref, c'est genre typiquement un truc de répète. T'as même un métronome là-dedans. Bon là, il est pas branché quoi. Mais... Et Mathieu, avant qu'il parte à Marseille, dans son studio de luxe, il a mis ce truc-là, qui est un préamp externe qui va avec un Janus. Un Janus, c'est ce qui a, encore une fois, le passage de la lampe au transistor. C'est un genre de suitcase à transistor. Donc qui va avec ça. Donc le trémolo, il marche sur les deux haut-parleurs. Donc c'est assez cool. Ça n'a pas du tout le même son qu'un suitcase. C'est beaucoup plus tenu. Bah déjà, l'enceinte elle est fermée, alors que le suitcase c'est un peu ouvert. C'est pas un open back complet quoi, mais donc ouais, ça marche, ça c'est cool. C'est toujours bien cool quand, par exemple, quelqu'un te ramène un VST de merde, et bah t'es bien content d'avoir ce truc-là, tu riampes et puis t'as presque un son de Rhodes. Voilà, que dire. Ah, ça c'est une connerie ça. C'est un bouillet. C'est un ampli de bouillet à lampe, donc de public adresse. Pour, c'est pas tous les bouillets, c'est pas la marque qu'on trouve dans les salles municipales. C'est ça, et qu'on veut surtout plus voir, quoi. C'est ça. Sauf que ça, en fait, là-dedans, c'est un AC30, quoi. Ah ok, ok. Mais j'ai rien touché. Ouais, et ça sonne bien. Bah oui, c'est un AC30. C'est la première fois que je vois un ingé son dire du bien dans un truc bouillé. Ouais, mais c'est les années 50. Ok. Dans les années 50, il y avait 2 circuits, quoi. Donc soit tu faisais le bon, soit tu faisais le mauvais, mais là, ils ont fait le bon, quoi. Voilà. Bon, et puis là, on a des micros, des DI. Alors, c'est quoi le micro le plus utilisé ici? Je crois que c'est peut-être bien le C38B de chez Sony. Tu nous le montres? Ouais, c'est un FET. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Tout. Des super rooms, des super voix. Tu peux mettre ça devant le kick, tu peux mettre ça sur une snare, devant un ampli gratte. Sur un violoncelle, sur le piano. Enfin, c'est un micro cool, quoi. Tu fais pareil avec un 57, hein, tu peux le mettre partout. Hein. Mais bon, là, t'as pas trop besoin d'égaliser, quoi. Enfin, moins qu'avec le 57. Et puis après, ah ouais, nous, on aime bien les calls, là, et les 40-38. Bah, qui n'aime pas ces mics? J'ai traîné sur le site de Stuart, je sais plus comment, là, celui qui répare tous les mics, et il m'a dit, tiens, viens voir mon pote, il fabrique ces micros-là, c'est des Extincted Audio, donc ça est vraiment, il a repris le shape d'un BM6 ou BM3 de Bang & Olufsen, qui faisait des micros de ma boule, enfin hyper classe. Et donc ça, c'est un ruban qui a genre 2 dB de moins de gain qu'un Coles, et c'est moins muddy, tout petit peu moins muddy. Donc c'est plus versatile, je crois. Et ils appellent ça BM9, donc il a gardé un peu la terminologie Bang & Olufsen. Et puis sinon, il y a un gars qui s'appelle Jérôme Cousin, qui tape vachement bien les micros. Ça, c'est une aline de Groove Tube pour un micro qu'ils ont appelé le GT67. Donc, c'est pas bien compliqué, c'est une copie de U67. Tu vois, ça présente un pad, un coup de bas, directivité variable. Je lui ai dit, tiens, fais un truc avec ça, là. Il a changé tous les condensateurs de liaison. Et au lieu de faire un high pass, il a fait un top boost, tu vois. Donc, quand il s'agit de mettre ce micro à distance, tu récupères un truc hyper naturel, quoi. C'est hyper bien. Et ça, pareil, devant une grosse caisse, ça marche. Sur un piano. Les voix, moins, je trouve. Mais moi, j'aime la musique instrumentale. Ça, c'est l'M70. Il est hyper moche, mais ça sonne de dingue. Ça, pareil, c'est un micro. Tu peux tout faire avec. Ah ouais, ça, c'est une connerie aussi, ça. C'est Albini qui utilisait vachement ça. Bon, par contre, ça, c'est une ruse. Tu vois, la marque, là, c'est un Beyer TGX 50. Et dedans, c'est un haut-parleur de casque DT770.
Ah oui, c'est la petite technique de prendre les haut-parleurs et d'en faire des micros kick, c'est ça Ouais, un peu ouais, sauf que tu achètes ce micro-là qui existe vraiment dans le commerce, et tu fais la qui modif. n'existe plus dans le commerce. Il s'appelle le M380. Là, d'occasion, t'en as pour 1000 balles. Quand tu achètes un TGX 50 à 50 balles sur eBay, t'enlèves la capsule hypercarte dedans, tu récupères une des oreilles de ton 770 dont tu veux plus te servir parce que tu détestes ce casque, et tu le mets là-dedans et t'as un micro à 1000 balles. Et qui fait des basses, des amplis basses ou des kick-in hands down, c'est de la grosse balle. Jérôme Cousin, il m'a retapé aussi le D12 là. Mortel. Celui-là, bah, il est boutique. Je sais pas si on dit ça. Ça, super bien. Ça, c'est des rubans. Encore. C'est des 74 Junior. Donc, tu vois, ça a un peu la même gueule qu'un 44, mais c'est beaucoup plus petit. C'est toujours aussi lourd. Il n'y a rien dedans. Il y a juste un énorme aimant. Il a été remembrané. Ils ont été remembranés. Enfin, re-ribonnés. Ça, c'est super. Arme absolue sur certains amplis guitares. Devant une guitare acoustique, t'as l'impression d'enregistrer Johnny Cash. C'est hyper cool. Si tu peux le coupler avec un truc plus moderne, hein, mais en tout cas, là, si tu veux une patte un peu historique, ça c'est vraiment hyper pratique. Et puis ça souffle pas. Bon, faut du gain, hein, c'est un micro à ruban. Ah ouais, attends, ça c'est con ça aussi. M101. M101, c'est un BR dynamique, omnidirectionnel. Nous, on met ça sur le bottom des snares souvent. Comme il est omni, en fait, ça te fait un peu un point zéro entre le pied et la snare. Si ça cohabite bien avec le pied et la snare, bah en fait, c'est presque lui qui te donne la balance de ta drum, quoi. Donc des fois, moi je l'ai carrément mis des fois loin de la caisse claire pour essayer d'avoir un 50-50 de pied et de snare. Et puis en fait, ça marche. Et qu'est-ce qu'on enregistre alors ici à One to Pass It? Et c'est quoi un peu toi tes spécialités en tant qu'ingé mix, rec? Moi j'ai beaucoup de plaisir à enregistrer et envoyer les pistes à Mathieu dans le sud. Lui il mixe au soleil et moi j'enregistre ici, quoi. On bosse avec deux labels spécialement depuis longtemps qui s'appellent Born Bad Records et Heavenly Sweetness. Donc Born Bad Records, il fait plein de trucs, le père JB, quoi, mais il a quand même sorti des super groupes de rock, enfin des trucs un peu incarnés là, comme il dit. Et Frank Devil in Sweetness, lui, il bosse avec Guts, il bosse beaucoup avec Guts. Il fait beaucoup de black music hyper classe, du jazz croisé funk, musique caribéenne. Lui, c'est des bons là, les gars. Donc on bosse avec eux depuis un peu plus de 10 ans. Moi, j'enregistre avec plaisir n'importe quoi, à savoir que j'ai pas le souvenir d'avoir enregistré du métal. Mais il y a des séances de métal ici, parce que je suis pas le seul à taffer là. Ouais, enregistrer. Et en fait, j'aime participer au moment du record, être avec les gens, les aider à trouver leur position de confort pour qu'ils enregistrent dans les bonnes conditions. Bon, après, ouais, il n'y a pas vue sur mer. On n'a pas une table de ping-pong dans la cour, quoi qu'on pourrait dans le parking. Il y a la place. Ouais. Mais ouais, j'aime bien ces moments-là de record où c'est là qu'on inscrit les trucs, quoi. Maintenant, le mix, on peut y passer 1000 heures, on peut refaire des versions, sauf que le record, tu vois bien, au bout de 3 prises, souvent, il n'y a plus rien, quoi. En tant qu'ingé record professionnel dans un studio commercial, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil justement à ceux qui se lancent un peu dans cette industrie? Comment on fait pour faire justement du record bien? C'est quoi les erreurs que tu vois par exemple le plus souvent à cette étape-là? Peut-être s'il y a trop de machines, on oublie un peu l'instrument, quoi. C'est l'instrument qui fait le son, quoi. C'est pas tant les bécanes, hein. Enfin en record. Moi j'aime bien enregistrer des distos en parallèle, tout ça, quoi. Mais je conserve le truc un peu dry, j'essaie de donner l'impression au musicien que ce qu'il entendait quand il jouait, c'est la même chose de l'autre côté, quoi. C'est toujours des histoires de pièces, hein. C'est pas parce que une pièce, il n'y a pas de pièce qui sonne mal, quoi. C'est juste que la pièce, elle va peut-être typer vachement la prise, et
comme les musiciens de jazz, ils faisaient la course entre le bassiste et le batteur pour prendre la place sur le plateau, quoi. Le bassiste, il plante son pic et puis il regarde où est-ce qu'il y a du grave. Et le batteur, il prend son tom bass ou sa grosse caisse et il se balade sur la scène et il regarde là où il y a du grave, quoi. Donc ce sera là qu'il va se mettre, quoi. C'est à qui prendra la fondamentale du plateau, quoi. Parce que le plateau, c'est un truc en bois souvent, dans la scène. Ça résonne. Donc, si tu connais pas la pièce, il faut que tu éprouves l'endroit un minimum, quoi. Si tu peux arriver avant les icônes, c'est cool. Il faut arriver avant les musiciens, ouais, c'est ça. Ça, c'est le meilleur conseil, ça. Trop bien. Ouais, voilà. Et ben, merci Laurent pour cette visite. Ouais, merci Victor. Moi, je vais essayer d'aller voir ton collègue à côté de Marseille la prochaine fois. Vas-y, ouais. Voilà. Vas-y, cool. Et ben, à la prochaine. Salut, ciao. Ah oui, ça, c'est une machine complètement géniale. Ça sert à rien. On s'en est jamais servi. Haut-parleur universel. Mais c'est joli.